3000. Nous n'avons plus d'oxygène. Proximité de sol. Aéropérouse 603. Nous avons une urgence. Un avion est à l'arrêt sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Il est aux mains de pirates de l'air qui préparent le pire attentat terroriste que le monde a alors connu. Les terroristes sont lourdement armés et munis d'explosifs. Édouard Balladur, Premier ministre de l'époque, est face à un dilemme. Il a le choix entre donner l'ordre qu'on prenne l'avion d'assaut au risque d'entraîner la mort des 173 personnes à bord ou le laisser décoller et avoir à payer un prix encore plus élevé. Cette opération antiterroriste deviendra un véritable cas d'école. Grâce aux récits des témoins oculaires et aux enregistrements vidéo, nous allons vous montrer le détournement que le monde a oublié. Le 24 décembre 1994, un avion d'Air France approche de l'aéroport d'Alger, Ouari Boumedienne. C'est le vol du petit matin qui assure la liaison entre Paris et la capitale algérienne. L'avion, un Airbus A300, compte 12 membres d'équipage. 3 trains sortis. Cet atterrissage n'a rien d'une opération de routine. À l'époque, la guerre civile déchire l'Algérie et la zone autour de l'aéroport a été le cadre de violents combats. L'avion pourrait être la cible d'un tir de missile. Final checklist complete. Les vols sur Alger ne sont faits que par des volontaires parce qu'on connaît la menace terroriste, on en a tous conscience, on a accepté ce risque. Ce risque est même si élevé qu'Air France a demandé au gouvernement français s'il était vraiment nécessaire de maintenir les vols en direction d'Alger. Pour l'heure, cette demande est restée lettre morte. 100 pieds. 50 pieds. 20 pieds. On y est. Le commandant du vol AF 8969, Bernard Delem, est un pilote chevronné. C'est la première fois qu'il accepte une interview télévisée. Toujours hanté par ces événements, il a préféré s'exprimer à contre-jour. Disons qu'il y avait des mesures de sûreté, comme sur tous les vols, avec quelques-unes en plus, puisque c'était Alger, mais moi, à mon niveau, j'avais aucune appréhension de faire en Alger. Je peux, même 10 ans après, je peux revendiquer, j'aimais bien de faire en Alger. L'avion ne doit rester au sol que le temps de faire le plein et de procéder au nettoyage et à l'embarquement des passagers pour le vol de retour. Il s'agit principalement d'Algériens, mais il y a aussi des Français qui ont décidé de quitter le pays déchiré. 3 ans plus tôt, des intégristes musulmans ont remporté les élections législatives. Ils espéraient mettre en place un État islamiste, mais les militaires se sont emparés du pouvoir et ont jeté les chefs religieux en prison. Depuis, l'Algérie s'est enfoncée dans le chaos. Et au moment où l'embarquement touche à sa fin... Police présidentielle. Vous deux, prenez l'arrière. Signe du renforcement de la sécurité, la police procède à une ultime vérification. Police, personne ne bouge, s'il vous plaît. Police présidentielle, contrôle d'identité. Très bien. Non, veuillez rester ici. Il faut que je fasse une annonce. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici le commandant de bord. Nous allons avoir un petit retard, la police devant passer en cabine pour vérifier vos passeports. Merci de rester à vos places et excusez-nous pour ce léger contretemps. Nous devrions partir d'ici peu. Passeport. Nous, ils sont armés et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Ninja. J'ai regardé, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi il y en a autant? Tarout. En arabe, Tarout, c'est des impies. Et lorsqu'il a dit ça, on a compris que c'était des terroristes. Tout le monde à l'arrière, vite! Faites taire cette voix de Satan! Assis! Vous aussi ne bougez pas!
Personne ne bouge. Nous ne sommes pas des policiers, mais des moudjahidines. Ces terroristes appartiennent à un groupe de musulmans extrémistes dont le but est d'imposer par la force et à n'importe quel prix un gouvernement islamiste à l'Algérie. S'emparer de cet avion s'inscrit dans ce plan. Nous réussirons, Inch'Allah. Bon, quand ça arrive, ça c'est le rocher qui tombe, c'est la chape de plomb, enfin bon, je sais pas à quelle image, c'est ahurissant. Regardez! C'est une bombe très puissante! Il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci pour faire un beau feu d'artifice dans les airs! Nous sommes les moudjahidines du peuple. Dieu nous a choisis pour mourir, et vous mourrez avec nous. Le chef, Abdul Abdallah Yahya, a 25 ans et c'est un tueur. N'ayez pas peur. Dieu nous attend tous dans son paradis céleste. À l'extérieur, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les journalistes affluent. Le Premier ministre français abrège ses vacances de Noël et rentre précipitamment à Paris pour gérer la crise. J'ai passé bien entendu l'après-midi au téléphone, puisqu'il fallait d'abord savoir exactement ce qui se passe, c'était assez confus. Et parce que les autorités algériennes se faisaient fort d'arriver en discutant, régler le problème. Votre veste, commandant. À Alger, les pirates de l'air enfilent les uniformes de l'équipage pour tromper d'éventuels tireurs d'élite. Pendant ce temps, en cabine, un des terroristes n'est pas content de ce qu'il voit. Couvre-toi la tête! Mieux que ça! Toi aussi! Les normes imposées par leur islam à eux ne sont pas respectées, à savoir donc les toilettes, à savoir hommes et femmes assis côte à côte, et surtout, ces dames ne sont pas voilées. Pour l'un des terroristes, c'est tout simplement inacceptable. Couvrez-vous la tête! What do you mean? 2 heures après le début du détournement, les terroristes demandent à parler avec le gouvernement algérien. Hé, la tour. Nous avons pris le contrôle de ce vol Air France. Nous sommes le groupe islamique armé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils ne m'entendent pas? Impossible, vous parliez tous les deux en même temps. Recommencez. Alors faites-le! Air France 89-69. Que voulez-vous que je dise? Les terroristes ordonnent au commandant de l'EM de décoller pour Paris. Ils disent vouloir y tenir une conférence de presse. Mais l'avion ne peut pas bouger. D'une part, la passerelle d'embarquement est toujours en place, et d'autre part, les autorités algériennes ont fait stationner des véhicules en travers de la piste. Air France 89-69, la passerelle d'embarquement est toujours en place. Veuillez la retirer immédiatement. On leur oppose un refus catégorique. Pour les terroristes, les choses ne se passent pas comme prévu. La stratégie du gouvernement algérien est de ne céder à aucun prix. Mais c'est une politique qui n'est pas sans risque. Nous allons faire sauter le monde! Nous allons faire sauter cet avion et tous ceux qui sont à bord! Vous entendez? Constatant que pour l'heure, la situation est dans l'impasse, les pirates de l'air doivent trouver un moyen d'imposer leur volonté. Je vous le redemande, veuillez retirer la passerelle d'embarquement pour que nous puissions partir pour Paris. Vous croyez qu'on plaisante? On va vous montrer. Nous sommes des soldats de Dieu et nous sommes prêts à mourir. On va leur montrer. Les terroristes vont effectivement adresser un message au gouvernement. Lors de la vérification des passeports, ils ont repéré un officier de la police algérienne. De rangée derrière moi, il y avait un policier. Vous pouvez venir? On a besoin de vous. Il a demandé au policier de le suivre. Et le policier, c'est fou comme... je ne sais pas s'il savait, mais il était très hésitant. Il marchait, mais alors vraiment à reculons, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. La porte, s'il vous plaît. Transmettez ce message au gouvernement.
Rares sont les passagers à savoir que l'homme a été abattu. Et l'équipage est dans le même cas. Le premier contact qu'on a eu avec... il y a eu une hôtesse, ils l'ont laissé venir jusqu'au cockpit. Il nous a demandé si vous avez besoin de quelque chose. Elle se doutait bien. Donc on a dit, on boirait bien un verre d'eau, parce qu'on avait un peu de mal à déglutir, vous vous doutez, on avait la gorge assez sèche. Et là, elle nous a glissé, ils ont déjà tué un passager. Alors on est tombé de haut, parce que non, on s'était rendu compte de rien, on n'avait rien entendu. Les passagers sont en revanche inquiets de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont en effet l'impression que les unités d'élite algériennes se préparent à passer à l'assaut. La plus grande inquiétude que l'on a tous, c'est que les ninjas, c'est-à-dire l'armée d'élite algérienne, attaquent. Il se passe quelque chose à l'intérieur et tout ce qui vient de l'extérieur pourrait rompre cet équilibre et nous fait peur. Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, connaît bien les méthodes de ces ninjas. Nombre d'entre eux avaient été formés par nous. Nous prenions un risque considérable si nous laissions cet avion sur Alger. Surtout que certains d'entre nous considéraient que si les forces algériennes étaient parfaitement capables de se rendre maîtresses de l'avion, cela se ferait probablement au prix d'un bain de sang. L'armée algérienne refusant de négocier, les terroristes vont à nouveau faire monter les enchères. Un autre passager va mourir. Lorsqu'ils viennent chercher le deuxième passager, on se doute que ça va pas bien. Il est vietnamien, c'est un diplomate, il est vraiment l'étranger dans cet avion. Et ce passager qui ne subit pas leur terreur doit quelque part aussi les déranger. Le diplomate pense que comme il est étranger, il va être relâché. Elle est revenue avec une bouteille d'eau et des verres, elle nous a servi, elle nous a glissé, c'est pas un, c'est deux. Donc là, on a tout de suite vu qu'on avait vraiment tiré le gros lot, quoi. Le tueur du GIA a un comportement de plus en plus bizarre. Le plus grand, celui qui tuait, venait régulièrement. Quand nous nous croisions dans l'avion, il me prenait la nuque et il me faisait un baiser sur le front. Et par la suite, on m'a plus ou moins confirmé ce que j'imaginais. Des gens de confession musulmane m'ont dit qu'effectivement, on pouvait envisager que ce qu'il faisait, c'était comme un baiser de la mort, oui. Finalement, Christophe Morin trouve assez de courage pour exprimer ses peurs. Je peux dire quelque chose ? J'ai un service à vous demander. Si vous décidez de me tuer, promettez-moi. Je ne veux pas prendre une balle dans le dos, parce que en mourant, je veux voir votre visage. Pourquoi? Tu as peur? C'est impossible de ne pas avoir peur vu ce qui se passe à bord. Ne t'inquiète pas. Car si je te tue, tu deviendras un martyr. Et tu iras directement au paradis. Je peux vous assurer que ça ne m'a pas rassuré pour autant, c'est évident. La situation est toujours bloquée. Aucun des deux camps ne veut céder. À Paris, les autorités pensent que le GIGN pourrait aboutir à un dénouement favorable. Mais Alger refuse de laisser intervenir des troupes étrangères pour régler un problème considéré comme algérien. J'ai demandé, de façon extrêmement instante et pressante,
aux autorités algériennes de laisser décoller l'avion, car je considérais que c'était un avion français qui appartenait à la compagnie Air France, qui avait à son bord une majorité d'Algériens, mais plusieurs dizaines de Français, et qu'il appartenait donc à la France de régler le problème. La nuit tombe. Le vol A69 est sous le feu des projecteurs. Les passagers sont retenus en otage depuis 7 heures et la panique du début a laissé la place à un calme tendu. Rares sont ceux qui savent que 2 passagers ont déjà été exécutés. L'équipage s'efforce de temporiser. Ce bouton, c'est l'APU, le groupe électrogène auxiliaire. Partant de là, le rôle d'un équipage dans ces conditions-là, c'est toujours de calmer le jeu, d'essayer de donner confiance, de faire durer aussi, parce que c'est très important. Au début d'une prise d'otage, c'est toujours assez violent. Il faut essayer de faire durer, de calmer, de montrer qui on est, savoir qui ils sont, etc. De se juger les uns les autres, enfin. Ça va jusqu'à la conversion de 2 hôtesses dont je fais partie. Je n'ai pas de non-respect vis-à-vis des gens qui croient. Simplement, j'ai pensé que puisque c'était une demande des terroristes et que ça pouvait aider, que ça pouvait les calmer, les satisfaire, ça ne me posait pas de problème moral. Nous allons faire sauter le monde! Nous allons faire sauter cet avion et tous ceux qui sont à bord! Vous m'entendez? Les négociations aboutissent à la libération de 63 femmes et enfants. Mais les autorités algériennes refusent toujours de laisser l'A300 décoller. Vers 2 heures du matin, le commandant fait le tour de la cabine. Il voit 2 des pirates de l'air endormis par terre. Et il y en avait 2 qui étaient allongés entre les portes 1, entre la porte 1 gauche et la porte 1 droite. Ils s'étaient allongés par terre. Et je disais, tiens, à ce moment-là, 2 d'allongés sur le plancher, roulés dans nos gabardines, il n'y en a plus qu'un au cockpit, un à l'arrière. Si l'assaut était donné à ce moment-là, ça serait peut-être pas mal, mais bon, c'est tout, ça s'est arrêté là. C'est le matin de Noël. Pendant la nuit, tandis que les passagers s'efforçaient de dormir, les événements se sont accélérés. Le gouvernement français a décidé d'envoyer ses hommes à Majorque, aussi près que possible de l'Algérie, sans qu'on puisse pour autant parler d'ingérence. À l'époque, Denis Favier était le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Depuis le détournement, redoutant que des terroristes aient mis sa tête à prix, il préfère ne pas montrer son visage. La décision qui est prise, c'est d'envoyer donc le GIGN à Majorque. Et un appareil d'Air France, en tout point identique à celui qui est détourné, et un équipage particulièrement qualifié qui connaît au plan technique exactement toutes les potentialités de l'aéronef. Dans l'avion qui les a transportés à Majorque, les hommes du commandant Favier se sont donc familiarisés avec tous les détails de l'A300, dans l'espoir qu'ils pourront intervenir à un moment ou à un autre. Mais le gouvernement algérien n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Les autorités ont réussi à identifier le chef du GIA à bord, Abdoul Abdallah Yahya, et ont fait venir sa mère pour qu'elle le raisonne. Maman! La police va attaquer. Maman, je t'aime, mais j'aime Dieu encore plus! La police va te tuer ou tuer des musulmans. Loin de calmer Yahya, la manœuvre a pour résultat de le mettre dans une colère noire. Ils sont allés chercher ma mère. T'imagines, ma mère? Ils l'ont fait venir ici! Combien il y a de Français? Un homme et une femme. Va chercher l'homme. À quoi ils croient jouer? Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils font? Il était furieux. Il n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision. De toutes les façons, même l'amour de sa mère, même sa mère ne pouvait rien. Jusqu'alors, les terroristes ne s'en étaient pas pris à des ressortissants français, mais les choses vont changer. 2 membres du personnel de l'ambassade de France à Alger sont à bord, une secrétaire et un jeune cuisinier. Maintenant, on va vous apprendre à jouer avec nous. Vous m'entendez?
Dites-leur que s'ils ne laissent pas l'avion décoller, nous tuerons tous les passagers un par un. Allez. Je m'appelle Yannick Beunier. Je travaille à l'ambassade. Ils menacent de nous tuer. Si vous ne faites rien, ils commenceront les exécutions. Faites quelque chose et vite. Aussi vite que possible. On n'en a rien à faire de vous, nous sommes des soldats de Dieu. On va le tuer, le balancer par la porte. Venez le chercher. Va me chercher un chargeur. Il était terrorisé, Yannick. Yannick me regardait. Est-ce qu'il me suppliait de l'aider? Il s'est accroché à mon regard, en fait. Toi aussi. Vous deux, allez vous asseoir. Allez. Et puis moi, je me disais, non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. Le voyant d'ouverture de la porte confirme que les terroristes ont mis leurs menaces à exécution. Air France 8969. Vous êtes content? Vous voyez ce que ça vous rapporte de jouer les durs? On a assisté à distance à l'exécution de cet homme. C'est quelque chose qu'on avait vécu avec beaucoup d'émotion à Paris parce que nous étions, nous, branchés sur le réseau entre l'avion et la tour de contrôle. Désormais, le gouvernement français ne peut plus se contenter de laisser faire. Le Premier ministre prend son téléphone et ne mâche pas ses mots à son homologue algérien. Et je lui ai dit que je rendais le gouvernement algérien responsable de ce qui allait se passer. Et que je le ferai connaître à l'opinion internationale. Ces menaces font mouche. Le président Liamine Zeroual cède et après 39 heures de cauchemar, le vol AF8969 s'envole pour la France. Ça y est, on pouvait partir. Et ça a été, dans l'avion, une joie que vous ne pouvez absolument pas mesurer. Et vraiment cette impression que ça y est, on avait réussi, on avait tous réussi, et on allait être sauvés. On quittait Alger. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Tout le temps où l'avion est resté cloué au sol, le commandant a fait fonctionner le groupe électrogène auxiliaire. Il s'agit d'un petit moteur situé en queue de l'A300 qui assure l'alimentation en électricité. Il consomme environ 4 tonnes de carburant par jour et il n'y en a désormais plus assez pour rejoindre Paris. Il faudra faire escale à Marseille. Feu de navigation. Allumé. Air conditionné. Le vol 8969 se prépare à décoller. Pour l'équipage, c'est le soulagement. Comme les passagers, le personnel de bord pense que l'avenir ne peut pas être pire que ce qu'ils viennent de vivre. Ils se trompent. Les terroristes prétendent toujours vouloir tenir une conférence de presse à Paris. Checklist pré-vol terminé. Avant de décoller, le commandant de l'EM veut obtenir des garanties de la part du chef des terroristes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez aller à Paris pour parler aux journalistes. Je vous y emmène. Mais je veux savoir si vous allez faire exploser l'avion entre Alger et Marseille. Pourquoi cette question? Car la responsabilité de la vie des passagers est sur mes épaules. Non, ne vous inquiétez pas, ni pour vous, ni pour les passagers. Nous allons à Marseille, comme vous l'avez dit, on refait le plein et on poursuit jusqu'à Paris. Je vous donne ma parole. Très bien. Moi, je les ai crus. Quand il m'a dit que l'avion ne sauterait pas entre Alger et Marseille, je ne sais pas s'il m'aurait répondu de la même façon. Entre Marseille et Paris, je ne sais pas. Quand quelqu'un a des explosifs, c'est pas pour mettre sur un gâteau d'anniversaire. On a 2 terroristes sanglés au poste de pilotage qui sont comme des gamins, excités, joyeux. En plus, ils ont réussi. À 3h30 du matin, le 26 décembre,
L'avion approche de l'aéroport de Marseille-Marignane. À bord, personne ne sait que l'unité du GIGN a devancé l'A300. Elle a déjà quitté Majorque et se prépare pour l'épreuve de force qui s'annonce. En général, on arrive sur un terrain qui est tenu par l'adversaire. Et là, si vous voulez, c'est l'adversaire qui arrive sur un terrain qu'on maîtrise parfaitement. Et ça, c'est un élément clé qui est sans doute pour une part essentielle dans la réussite globale de l'opération. 50 pieds. 20 pieds. Pour les terroristes, c'est le moment magique. On se pose en France. On va faire du fioul. On va refaire des provisions pour repartir, pour aller à Paris, puisque c'est le but. L'aéroport est très sombre. On ne voit rien. Bon, il y a les phares de l'avion. Il y a la petite voiture, le Follow Me. On suit. Et on ne va pas à l'aérogare. L'avion est en effet volontairement conduit dans un coin éloigné de l'aéroport. La tension est à son comble. Le gouvernement français a reçu des nouvelles alarmantes. Pendant que l'avion faisait route vers la France, nous avions une autre information qui nous était parvenue. Selon cette information, les terroristes projetaient d'utiliser l'avion pour commettre un attentat sur Paris. L'information était suffisamment crédible pour qu'on prenne ça très au sérieux. Et la décision a donc été prise de toute façon que quoi qu'il arrive, l'avion ne redécollerait pas de Marseille. Quel que soit le prix à payer, l'avion ne redécollerait pas de Marseille. Nous avions choisi un endroit bien précis pour que l'avion soit mis au parking à cet endroit. Et puis ensuite, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour gagner du temps. La tactique mise en place par le commandant Favier consiste à user les terroristes. En faisant mine d'être conciliants, les policiers vont faire traîner les négociations aussi longtemps que possible. Ils savent que Yahya et ses hommes doivent être fatigués, car le détournement dure désormais depuis près de 2 jours. Air France 8969, faites le plein immédiatement. 27 tonnes 27 tonnes. Les terroristes savent que les réservoirs peuvent contenir 27 tonnes, soit 3 fois plus de kérosène qu'il n'en faut pour rallier Paris, ce qui semble corroborer les rapports des services de renseignement selon lesquels l'avion doit faire office de bombe incendiaire. Ils disent que c'est impossible à cause des exécutions, à cause de ce qui s'est passé à Alger. C'est dans tous les journaux. Les gens qui doivent faire le plein ont peur et ne veulent pas approcher de l'avion. Dites-leur qu'on part maintenant pour notre conférence de presse à Paris. Air France 8969, ils veulent partir tout de suite pour Paris. Ils veulent y tenir leur conférence de presse. Ils demandent pourquoi Paris, alors que la presse du monde entier a accouru à Marseille. Pourquoi aller à Paris? Ça n'a aucun sens. On peut le faire d'ici, à bord. Le commandant Favier a mis l'appât sur son hameçon. Yahya va-t-il mordre? Dites-leur qu'on veut CNN. On veut CNN. Air France 8969, ils veulent parler à CNN. Les terroristes acceptent l'idée d'une conférence de presse à bord de l'A300 sans se douter que cela fait partie d'un plan soigneusement élaboré. Tactiquement, c'est important la conférence de presse parce que ça nous a permis de décaler une partie des passagers, si vous voulez, vers l'arrière de l'avion. Les négociateurs demandent que l'avant de l'appareil soit vidé de ses occupants pour la conférence de presse. Le GIGN veut en fait être sûr qu'ils auront un espace dégagé pour pouvoir intervenir. Les terroristes l'ignorent, mais il est possible d'ouvrir les portes de l'A300 de l'extérieur. Ils arrivent? Non, pas encore. L'Airbus est garé sur la piste de circulation de Marseille depuis maintenant 12 heures. Les hommes du GIGN savent combien il y a de terroristes à bord et où ils se trouvent. Ils ont apparemment disposé des micros sur le fuselage de l'avion et ils n'attendent plus que la tombée de la nuit pour profiter de l'obscurité. À bord, personne n'a conscience de ce qui se prépare. Les terroristes, eux, attendent toujours les journalistes.
Tour, ici 8969, tout est prêt. Vous pouvez envoyer la presse. « 8969 » Comment ça, pas prêt? Non. Ils étaient prêts il y a 1 heure. Vous alliez les chercher. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il doit y avoir des centaines de journalistes présents. Ce sera le plus gros scoop de leur carrière. On ne peut pas rester, il mijote quelque chose. Je vous assure. Commandant, déplacez l'avion là-bas. Je vous promets. Déplacez l'avion tout de suite. Allez le garer à côté des autres. Ça va aller. Allez garer l'avion à côté des autres. Allez. Allez. Allons-y, allumez les moteurs. Cette manœuvre bouscule le dispositif du commandant Favier. Abdul Abdallah Yahya vient de reprendre l'initiative. Tactiquement pour nous, c'est une situation qui est très gênante, parce que notre dispositif est bâti autour d'un aéronef stationné sur un point A et que maintenant il se trouve sur un point B. Donc il faut remanier de manière très rapide le dispositif. Le commandant de l'EM est obligé d'amener l'avion au pied de la tour de contrôle, près de l'aérogare et d'autres appareils. Si les terroristes font sauter leur A300, les pertes pourraient être énormes. Dites-leur que c'est trop tard. Il n'y aura pas de conférence de presse. Elle aurait déjà dû avoir lieu. Dites-leur de faire le plein. Nous partons. Ils ont jusqu'à 5 heures. À 5 heures, on décolle. Dites-leur, commandant. Air France 8969. Le commandant Favier regroupe ses hommes aussi vite que possible afin qu'ils prennent position ailleurs. Il dispose des tireurs d'élite sur le toit de l'aérogare d'où ils ont une vue plongeante sur le cockpit. Il n'a que quelques minutes pour élaborer un plan d'urgence, un assaut avec des passerelles. 3 passerelles et 30 hommes. Le schéma tactique est le suivant, une pénétration par 2 portes arrière, avec 2 fois 11 hommes sur les portes arrière, latérales droite et gauche, et une pénétration avec une équipe réduite de 8 hommes au niveau de la porte avant droite pour s'emparer du cockpit, tant on sait qu'il est vrai que le chef du commando est dans ce cockpit, et que notre intention est de couper le cockpit du reste de l'avion. À 17 h, le plein n'a toujours pas été fait et les autorités n'ont aucunement l'intention de laisser l'avion décoller. 5 heures arrive. Et là, c'est le moment où Yahya doit faire quelque chose. Il passe donc en cabine pour choisir une 4e victime. Mais quelque chose semble le retenir. Il choisit un membre d'équipage. Le plus jeune, le plus étranger, et qui a fait l'erreur de lui dire qu'il était athée. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais je n'ai pas le choix. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Yahya, on ne le saura jamais. Toujours est-il que je ne sais pas s'il renonce, mais en tous les cas, il sursoit cette exécution. Et au lieu de ça, il tire sur ce qu'il y a autour de lui. Les pirates de l'air savent que la partie est en train de se jouer. Mais après, donc, ils ont pris conscience qu'il y avait un public adresse et ils ont commencé à réciter des versets du Coran. Il fallait nous préparer à la mort, que nous allions mourir en martyrs, que Dieu nous attendait. Il y a eu un silence général et c'était la panique. Les terroristes savent que les négociateurs sont dans la tour de contrôle et ils décident de leur envoyer un message. Un des terroristes a ouvert une fenêtre latérale du cockpit et a arrosé la tour de contrôle dans laquelle nous nous trouvions. Donc la glace s'est découpée autour de nous et donc on a été mitraillés littéralement. Depuis qu'on était posé à Marseille, il y avait eu quelques tensions, mais il n'y avait pas eu des menaces comme ça avait l'air de se présenter.
N'en doutez pas, commandant. Nous allons réussir notre mission. Le commandant Favier, qui a reçu carte blanche de la part d'Édouard Balladur, décide qu'il est temps de passer à l'action. Dès lors que les terroristes appliquent des feux avec une arme automatique sur la tour de contrôle, qu'il y a péril à l'intérieur de l'avion, donc il y a engagement offensif. Et cet engagement offensif se fait à partir des escaliers qui sont des escaliers automobiles. Ils arrivent. Les taroutes arrivent. Et à ce moment-là, tout le monde a compris, eux comme nous, que c'était le début de l'assaut. Ces images d'archives montrent l'assaut tel qu'il s'est déroulé ce jour-là. Donc nous sommes 8 sur cette passerelle avant-droite. La première passerelle aborde l'aéronef. Il y a un petit problème de réglage de hauteur parce qu'elle est à peine plus haute que la porte. En fait, la porte bute contre la partie supérieure de la passerelle. Une légère marche arrière, la porte s'ouvre, la passerelle aborde l'avion et le groupe rentre à l'intérieur. Et là, c'est l'apocalypse. Couchez-vous! À terre, ne bougez pas! Là, le groupe qui rentre est pris sous un déluge de feu, appliqué par les terroristes qui tirent sur tout ce qui rentre, donc et appliquent des feux extrêmement meurtriers. On ne peut pas douter un instant de la nature des tirs appliqués. Ce sont des tirs à tuer. Couchez-vous! Les deux autres équipes du GIGN sont entrées par l'arrière de l'avion. Alors j'entends main sur la tête, ne bougez plus, cachez-vous, enfin mettez-vous. Moi j'ai souhaité complètement, là aussi, sortir du contexte dans lequel nous nous trouvons, qui était effectivement extrêmement violent. Donc je me suis mis sous la gabardine que j'avais, de manière à ne plus voir ni les balles traçantes, ni ce qui se passait dans le contexte. Des centaines de balles fusent à travers la cabine, des grenades explosent, il y a de la fumée partout et il règne la plus grande confusion. J'étais quand même assez mal placé. Donc à part me replier sur moi-même pour tenir le moins de place possible, on s'imagine et on se met un peu en apnée, on s'imagine qu'on se durcit et on va arrêter les balles. Les tireurs d'élite installés sur le toit de l'aérogare distinguent les terroristes dans le cockpit. Mais ils ne peuvent pas tirer, le copilote étant dans la ligne de mire. Un problème qui va cependant bientôt être réglé. Sur ces images d'archives, on voit le copilote Jean-Paul Bordery tomber sur le tarmac. Blessé, il parvient néanmoins à se traîner à l'abri. C'est l'occasion que les tireurs d'élite attendaient. Allez, avancez, avancez! À l'arrière, le GIGN fait évacuer les passagers au milieu d'une pluie de balles. Mais Christophe Morin ne peut se décider à sortir. J'ai essayé d'emmener avec moi une dame, une passagère qui était assise à côté de moi, mais étant trop forte, elle ne pouvait pas. Donc on s'est tenu la main. Quelques minutes seulement après le début de l'assaut, la plupart des passagers ont été évacués. Dès lors, il ne reste plus qu'un terroriste vivant. Mais il ne se laissera pas prendre. On n'est plus que le mécanicien navigant et moi dans le cockpit. Bon, on se regarde, il y a ce gars-là, ils nous regardent l'un après l'autre. Ces trois acolytes sont là, ils sont morts ou quasiment. De dépit, ils pouvaient nous tuer l'un et l'autre. Il ne l'a pas fait. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je peux rien dire d'autre. Je pense qu'au bout de 54 heures, il y a connaissance et respect, entre guillemets, mutuel entre les terroristes et les otages. Oui, on a forcément des liens qui se sont créés dans le drame. Et je pense qu'ils ont pu être activés, ces liens, et qu'ils ont peut-être contribué pour une part à la préservation de la vie des membres d'équipage. Les télévisions filment des images étonnantes de cet assaut. Un homme du GIGN essuie une rafale de balles qui le fait tomber à la renverse. Le dernier terroriste tient les policiers à distance pendant près de 20 minutes. Mais il est à court de munitions. Bon, on se regarde avec le mécanicien. On savait très bien dans quelle situation on était.
Tant qu'il y avait tant que ça tirait, ben, on savait bien qu'on risquait de mourir. Une fois que c'est fini, ou qu'on croit que c'est fini, et on dit ça y est, c'est bon, c'est terminé. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Le GIGN ne connaît pas avec certitude le visage des terroristes et ignore combien d'entre eux sont encore vivants. Toute personne à bord de l'avion est donc suspecte. Les échanges de tirs dans le cockpit ont été si intenses que les policiers pensent que l'équipage est mort. Le GIGN redoute que les survivants ne soient en fait des terroristes déguisés. L'ingénieur mécanicien est extrait de l'avion sans ménagement et menotté. Debout, main sur la tête. Je suis le commandant de bord. Je vais sortir. Mais pas les mains sur la tête. Jamais je serais sorti du cockpit les mains sur la tête. Après ce que j'avais fait, ce que j'avais subi, il était hors de question qu'on me punisse comme un gamin. Quand on a vu Bernard et Alain sortir de l'avion, on n'y croyait pas. Et alors Alain était en plus menotté, il avait la chemise en sang, il était menotté et il disait « je suis sourd ». Mais nous on lui disait « mais t'es vivant ». Et on a dit « mais c'est notre mécanicien, mais détachez-le ». Enfin c'était incroyable. L'assaut a fait rage pendant 23 minutes à bord de l'avion. Des centaines de balles ont été tirées, des grenades ont explosé. Pourtant, les 173 passagers et membres d'équipage sont tous sains et saufs. Bernard Delem s'en tire avec une blessure par balle à la cuisse et au coude droit. L'équipage, lui, avait une responsabilité particulière. Il avait le devoir de sauver les otages, et il avait le devoir de sauvegarder l'avion. L'équipage en général et le commandant de bord en particulier, ils ont été tout à fait à la hauteur de la situation. 9 des 30 membres du GIGN ont été blessés, dont un grièvement. Quand on a fait le point de la nature des blessures des membres du GIGN, et quand j'ai pu constater qu'aucun n'était mortellement touché, quand on a pu mesurer ça, on peut considérer que l'opération est terminée et que globalement, elle se traduit par un succès. Sur les 161 passagers à avoir survécu au détournement, seuls quelques-uns ont été légèrement blessés, pour le plus grand soulagement de Matignon. Je dirais que, on ne peut pas dire que j'étais serein, bien sûr, pendant toute cette journée. Mais comme je considérais qu'il n'y avait pas une autre décision à prendre que celle que j'avais prise, eh bien, il me restait simplement à souhaiter que les choses se passent bien, et je répète qu'elles se sont exceptionnellement bien passées. Que je n'aurais pas rêvé qu'elles se passent aussi bien. Les hommes du GIGN et les membres d'équipage ont été décorés pour leur courage. Je voyais pendant longtemps les 3 morts que je n'avais pas pu sauver. Jusqu'au moment des médailles ou des regards des autres où j'ai réalisé que j'avais sauvé 170 personnes. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Et ça permet de faire son deuil. Donc oui, la médaille, je la porte pas, parce que mais je suis fière de l'avoir. Et je considère que nous l'avons méritée. On a fait simplement ce qu'il fallait faire, notre boulot. Cette mission du GIGN est devenue un cas d'école. Elle reste l'une des opérations antiterroristes les plus efficaces jamais menées. Mais elle a marqué à jamais tous ceux qui y ont survécu. Zaïda Kakashi n'a pas pu rester en Algérie. Par peur pour sa sécurité, elle a émigré en France. Claude Burgnard a été félicité par Air France, mais n'a plus jamais travaillé pour cette compagnie. Christophe Morin a connu le même sort. Depuis cette expérience terrifiante, sa philosophie de la vie a changé, et il travaille désormais pour une organisation caritative. Le commandant Delem, quant à lui, a recommencé à piloter, et 9 ans après le détournement, il a pris sa retraite. Par la suite, un des anciens chefs du GIA, Omar Chiki, a confirmé que le plan consistait bien à faire exploser l'avion au-dessus de la tour Eiffel. Des centaines de gens auraient vraisemblablement péri, tués par la chute des débris de l'Airbus A300. Le GIA n'a pas refait d'autres tentatives, et le monde allait oublier ce détournement
jusqu'au 11 septembre 2001. Je partais faire mes petits achats et j'ai croisé une copine qui m'a dit « Un avion s'est crashé sur le World Trade ». Alors je suis rentrée et je suis restée 24 heures assise là, devant la télé, et je n'ai pas pu bouger, ni manger, ni rien. Je crois que toutes les images sont revenues en me disant « Voilà, est-ce que c'était ça qui devait nous arriver ?» C'est surtout le vertige de me dire on avait des apprentis terroristes, nous, des petits gars qui ne savaient pas très bien, et voilà, ils ont tiré toutes les bonnes leçons.